Bonjour, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement Pierre Rosanvallon, de m'avoir fait l'honneur de me convier à celui-ci, et je me réjouis de partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions. Dans le titre que j'avais annoncé, j'aurais dû prendre la précaution, prendre des décisions autrement, de mettre un point d'interrogation. C'était mon intention en tout cas. Même avec cela, cependant, j'ai peur de tomber a posteriori sous le feu des critiques virulentes qu'Yves Bréchet a énoncées ce matin, pour continuer la discussion. En juin 1998, 14 citoyens ordinaires, tirés au sort parmi les citoyens français, se réunissent dans les locaux du Parlement pour discuter du thème des OGM. Cette conférence citoyenne a été convoquée par le gouvernement et son organisation est mise en œuvre par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Durant 2 week-ends, les citoyens sont formés par des exposés d'experts ayant des points de vue divers et de scientifiques qui leur exposent l'état de l'art sur la question. Ils disposent d'un matériel informatif soigneusement pesé. Le 3e week-end, ils auditionnent des personnes représentant des points de vue contradictoires et rédigent un avis qui est rendu public et remis au gouvernement. Le contexte à l'époque est celui d'un début de remise en cause de la production et de la commercialisation des OGM en France. En février 1997, le gouvernement Juppé avait procédé au premier retrait d'autorisation de commercialisation d'une variété de maïs OGM. Et en novembre 1997, le nouveau gouvernement Jospin lance un vaste débat sur la question. Il faudra cependant plusieurs années avant que celui-ci aboutisse à l'imposition d'un large moratoire. L'avis de la conférence citoyenne s'inscrit dans cette évolution globale, la précédant légèrement, et cet avis se prononce globalement pour un oui mais à l'époque aux OGM en proposant une série de mesures de protection. Cette expérience constitue une adaptation d'une méthodologie inventée par l'Office danois pour les technologies. En 2013, sans qu'un bilan exhaustif soit possible, on peut avancer qu'entre 150 et quelques centaines d'expériences de ce type ont eu lieu dans le monde, dont 2 à l'échelle européenne. Et si l'on élargit le panorama aux jurys citoyens des institutions d'un type similaire, mais traitant de questions non proprement scientifiques, on passe à quelques milliers. Dans le cadre de ce colloque, les questions que je voudrais poser à cette espèce d'OVNI sont les suivantes. Comment comprendre la logique et le fonctionnement de ce dispositif? Quelle est sa spécificité? Apporte-t-il quelque chose au développement scientifique et technique? Contribue-t-il à une amélioration de la démocratie, à un meilleur dialogue entre démocratie et science? Quels sont les principaux défis qu'il peut rencontrer? Et pour répondre à ces questions, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier, j'exposerai de façon plus empirique ce que représentent ces conférences de citoyens, avant de m'interroger ensuite sur leur contribution à la dynamique scientifique et technique, et pour finir, à la démocratie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une conférence de citoyens? Elle s'établit au carrefour de 2 logiques assez différentes. La première implique la constitution d'un mini-public, c'est-à-dire la convocation d'un groupe restreint d'une douzaine à quelques centaines de citoyens pour discuter dans des conditions tendant à l'idéal d'une question publique, bien au-delà des questions scientifiques ou technologiques. À travers des auditions, des lectures de matériel informatique, des débats internes en assemblée générale et en petits groupes, se forge une opinion publique que l'on pourrait qualifier de contrefactuelle. Elle est en effet censée représenter ce que penserait le grand public s'il pouvait réfléchir et discuter dans des conditions similaires. La seconde logique réside dans le développement de ce que des collègues ont appelé une démocratie technique, c'est-à-dire d'une démocratie impliquant d'inclure les citoyens dans le cercle des acteurs qui contribuent au développement scientifique et technique, des citoyens qui peuvent être organisés en association ou être de simples citoyens, des citoyens qui peuvent être convoqués, mais aussi se mobiliser de façon spontanée dans l'espace public. L'origine de ce dispositif de conférence citoyenne plonge dans des conférences de consensus médicales organisées aux USA dans les années 1970. L'idée initiale était la suivante.
Les normes d'exercice de la profession médicale, lorsqu'elles sont édictées simplement par le haut, par des experts d'État, se retrouvent souvent en décalage avec les pratiques de terrain. Il s'agit donc de mobiliser les praticiens, ou plutôt un échantillon de ceux-ci, tiré au sort parmi les volontaires, par exemple, et de le charger de contribuer à l'élaboration des normes de la profession. Il s'agissait ainsi d'une sorte d'autogouvernement médical, au moins partiel. L'Office danois pour les technologies importe ce dispositif dans les années 1980. En lui faisant subir une inflexion décisive, ce sont désormais de simples citoyens qui sont appelés à discuter de questions scientifiques et techniques et de servir sur ces questions, de conseiller à la prise de décision gouvernementale. Avec quelques variantes secondaires, la France importe à son tour le modèle danois. L'innovation majeure est d'ordre sémantique. Le terme de conférence citoyenne remplace celui de conférence de consensus. L'impératif de rédaction d'un avis consensuel ne disparaît pas, mais le terme de citoyen, dans un contexte français, semble plus porteur. D'ailleurs, en français, une tendance forte va dès lors être de réserver le terme de conférence de consensus pour des dispositifs impliquant, plutôt que des citoyens, des parties prenantes organisées de la société ou des professionnels, selon le modèle des conférences de consensus médicales américaines. Et une conférence de consensus de ce type a par exemple été une des sources d'inspiration de la réforme de la politique pénale récemment défendue par Madame Taubira. Alors, il y a énormément d'hybridation. Je voudrais décrire le modèle, disons, dans son originalité. L'une des spécificités des conférences citoyennes, c'est qu'elles portent sur des thèmes scientifiques et techniques. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel thème. On n'a jamais organisé de conférence citoyenne sur le boson de Higgs ou sur l'interprétation de la démocratie athénienne à l'âge classique. Une analyse d'un bilan qui avait été fait en 2002-2003 sur les 51 expériences qui avaient été réalisées à ce jour à l'époque montre que 30 d'entre elles portaient sur les OGM et les questions de génétique en général, 12 sur des questions écologiques hors OGM, 6 sur des thèmes liés aux nouvelles technologies hors génétique et 3 sur l'éducation. Depuis, une analyse partielle montre que les thèmes se sont diversifiés. Par exemple, sur les thèmes de la santé, les OGM côtoient maintenant les nanotechnologies ou les politiques publiques de santé en général. Cependant, on note des constantes, sans doute du fait de l'origine des conférences de consensus, conférences citoyennes, la place des sciences du vivant est très grande. Les thèmes discutés, deuxième constante, sont relatifs à ce que Dominique Pestre appelle les technosciences, où les développements scientifiques sont intimement liés à des développements techniques et industriels ou agro-industriels, avec de fortes répercussions sociétales ou économiques, voire éthiques existentielles, les gènes du vivant. Troisième constance, il s'agit de questions fortement controversées, au moins dans la société. Je voudrais maintenant passer à ma seconde partie. Quelle est la contribution potentielle de telles conférences au développement des sciences, ou plus précisément des technosciences, et pour commencer, quelle est leur portée, leur qualité cognitive? Le premier point à souligner est que lorsque l'expérience est bien menée, la qualité des interactions lors des auditions et des discussions entre citoyens est remarquable. Les observateurs sont unanimes là-dessus. Il est important de constater cette capacité de profanes, assez rapidement formés, à aborder des questions très complexes, et je recommande cette expérience à tout le monde. Il y a des choses qui sont disponibles sur Internet, en particulier aux sceptiques. Lorsque l'expérience est bien menée, du coup, le risque d'un avis type café du commerce est relativement faible. Les avis sont raisonnés, ils sont tout à fait raisonnables. On pourrait même dire que très souvent, ils sont trop raisonnables. Ils manquent d'audace, ils sont un peu ternes, ils reflètent une opinion moyenne, le plus petit dénominateur commun. Ils peuvent être en avance sur une décision politique marquée par le poids de groupes d'intérêt ou par les prochaines élections. Ils ne transcendent pas cependant le champ du débat. Pour analyser plus en profondeur cet apport cognitif potentiel, on peut évoquer une tripartition proposée par Michel Callon pour décrire l'implication des non-spécialistes dans les savoirs scientifiques et techniques. Je vais reconstruire librement les modèles qu'il propose de la façon suivante.
Le premier modèle est celui de l'instruction publique. Dans ce modèle, les sciences sont en elles-mêmes vecteurs de progrès, les scientifiques ont le monopole de la production du savoir, ils doivent défendre du coup jalousement leur autonomie face aux pressions de tout ordre, ils doivent éduquer le public pour que celui-ci comprenne mieux les enjeux scientifiques et en particulier que sa perception subjective se rapproche d'une analyse objective, on a vu le cas tout à l'heure avec le réchauffement climatique. Le second modèle est celui du débat public. Dans ce modèle, les applications scientifiques et techniques sont porteuses de risques, d'impacts sociaux, économiques, écologiques, éthiques qui font question. Les scientifiques ont le monopole de la production du savoir universel de type scientifique. Cependant, ces savoirs n'épuisent pas la complexité du réel et la réalité des pratiques. Lorsque l'on passe, pour le dire de façon imagée, du laboratoire aux cultures en plein air, il y a une complexification irréductible et du coup, ces savoirs universels doivent dialoguer avec les savoirs des praticiens, les savoirs locaux, les savoirs profanes. Il faut donc ouvrir un débat public, confronter les points de vue, organiser des négociations entre eux, faire évoluer les identités dans le débat et la prise de parole. Le troisième modèle est celui de la coproduction des savoirs. Dans ce modèle, les savoirs sont interdépendants et coproduits. Ils reposent sur des apprentissages croisés entre les différents types d'acteurs, scientifiques et non scientifiques, économiques, etc. L'implication des groupes concernés directement par les développements des technosciences est valorisée. La mobilisation de ces groupes est considérée comme cruciale pour redéfinir le cadrage des problèmes, pour générer de nouvelles identités, pour inventer de nouveaux savoirs. La mobilisation des malades du sida, qui a apporté à la fois des connaissances spécifiques, mais a aussi imposé d'autres pratiques médicales, notamment concernant les procédures de test et d'autorisation de mise sur le marché, est ici paradigmatique. Au total, dans ce modèle, les dynamiques techno-scientifiques, parce qu'elles sont produites par une variété d'acteurs qui ne sont pas seulement des scientifiques, ont une dimension politique et sont donc contestables. Il faut noter que ces modèles ne sont pas alternatifs forcément les uns avec les autres et que, par exemple, selon le type de science concernée, l'un peut s'appliquer davantage. On ne parle pas de la même manière de la physique fondamentale, de la physique théorique, de la médecine ou de l'urbanisme. Où situer la dynamique d'une conférence de citoyens dans cette perspective? Il me semble qu'elle traverse les trois modèles. Les 2 week-ends de formation sont en partie assimilables au modèle de l'instruction publique. Les profanes absorbent l'état des savoirs sur la question. D'ailleurs, dans bien des cas, la conférence citoyenne se réduit pour l'essentiel à cela. Et la vie est une sorte de condensé de cet apprentissage. Il correspond à l'opinion d'un public instruit qui s'est rapproché du consensus majoritaire des scientifiques. Cependant, généralement, une conférence de citoyens implique également le modèle du débat public. L'accent est en effet placé sur les impacts sociaux, économiques, éthiques des technosciences et les débats qu'ils suscitent. De ce point de vue, le caractère contradictoire des auditions, en particulier le débat du 3e week-end, est tout à fait décisif. La conférence de citoyens s'inscrit alors dans un débat plus global, sociétal, sur les sciences et les techniques. Dans certaines pointes, les conférences de citoyens impliquent cependant également le 3e modèle. Lors des auditions, les débats internes des participants ont aussi vocation à analyser les stratégies et les positions des divers acteurs qui participent au développement des technosciences. Il est par exemple crucial de comprendre le rôle de firmes comme Monsanto dans les recherches sur les OGM. Et en 1998, il était également crucial de comprendre que l'essentiel du financement de la recherche portait sur le développement des OGM et que presque rien n'était consacré à l'étude de leurs risques potentiels. La production scientifique était donc orientée de façon très unilatérale. On peut, en faisant un pas de plus, se demander quels sont les savoirs que peuvent mobiliser les participants d'une conférence citoyenne pour s'inscrire dans ces différents modèles. L'une des spécificités des conférences citoyennes par rapport à d'autres dispositifs délibératifs ou participatifs et d'autres jurys citoyens qui portent sur des questions différentes, c'est de mobiliser des citoyens ordinaires, tirés au sort, qui n'ont pas un savoir d'usage spécialisé, local, mobilisable sur la question traitée. Un citoyen ordinaire, par rapport aux OGM, est largement une page vierge.
Ce n'est pas le cas lorsqu'un jury citoyen, dans un quartier, porte sur une question d'urbanisme. Là, un savoir local est en jeu. En outre, les participants ne peuvent pas non plus déployer des capacités de contre-expertise qui s'exercent dans d'autres dispositifs ou d'autres dynamiques. Ils ne possèdent rien de comparable à la contre-expertise des associations des malades du sida ou des grandes associations écologiques. Ils peuvent, plus ils doivent, auditionner des personnes capables de contre-expertise, mais ils ne produisent pas celle-ci. Le temps d'une conférence de citoyens, même étalée sur quelques mois, est trop court pour cela, et les moyens et les personnes impliquées sont inadéquats. Une composante décisive du troisième modèle, celui de la coproduction des savoirs, fait ainsi complètement défaut. Globalement, il n'y a pas de production de connaissances techniques ou scientifiques nouvelles dans une conférence de citoyens dans ce modèle au sens strict. Les participants s'appuient presque exclusivement sur leur bon sens, c'est-à-dire sur leur capacité de raisonnement ordinaire dans de bonnes conditions d'information et de discussion. Cette capacité de raisonnement ordinaire est décisive dans la légitimité démocratique qui reconnaît à chaque citoyen le droit d'opiner sur les choses de la cité. En l'occurrence, cette capacité est mobilisée sur une dimension toujours plus importante de la cité, démocratique, à savoir les technosciences, et elle est mobilisée dans un cadre discursif de qualité, dans la perspective de ce que la théorie politique appelle la démocratie délibérative. Appliqué aux choses de la cité, ce bon sens se transforme en savoir politique. Il est couplé à un apprentissage accéléré de la dimension techno-scientifique du thème traité, et il peut être croisé avec un savoir civique plus général qui porte par exemple sur ce qu'un citoyen ordinaire connaît des liens entre élite politique et élite économique ou entre savants et milieu de l'entreprise. Il peut d'ailleurs être nourri sur ce point précis par l'audition de militants associatifs ou d'universitaires venus des sciences sociales et humaines. Ce couplage du bon sens et d'un savoir politique peut contribuer indirectement, cependant, seulement, à la dynamique de développement des technosciences, et ce d'une double façon, en informant l'opinion du grand public d'une part, avec la médiatisation de tels événements, et puis en contribuant à la prise de décision des autorités d'autre part. Encore faut-il que les chaînes de transmission, du côté de l'opinion publique, du grand public, et du côté des décideurs, fonctionnent. Je passe à ma troisième partie. Cela n'a rien d'évident. Pour reprendre l'exemple cité en introduction, la conférence sur les OGM de 1998 fut assez largement médiatisée. Elle contribua à l'évolution de l'opinion publique sur la question. Il n'est pas sûr cependant qu'elle y contribua davantage que l'action complètement différente de faucheurs de culture OGM du type José Bové. D'autre part, l'avis qui est sorti de cette conférence contenait deux points particulièrement originaux qui allaient au-delà, disons, d'une opinion commune. D'abord, l'interdiction de gènes porteurs de résistance aux antibiotiques. Ensuite, la responsabilité totale et directe des entreprises produisant des OGM en cas de conséquences nuisibles à la santé sur la santé des consommateurs révélées après coup. Ces deux mesures ne furent pas reprises dans le rapport parlementaire et dans la décision gouvernementale qui suivit. Pour comprendre ces résultats en demi-teinte, il faut analyser les types d'acteurs qui sont impliqués dans une conférence de citoyens, d'une façon sociologique. Il y a d'abord, et de façon cruciale, les commanditaires, c'est-à-dire en règle générale une autorité publique qui décide librement de réunir une conférence de consensus, qui décide de son thème et qui va ensuite en tenir compte ou non, là encore, de façon libre. Le commanditaire agit donc en amont et en aval, et théoriquement doit être en retrait durant la conférence. Il y a ensuite les organisateurs, ceux qui adaptent le modèle procédural, qui recrutent les citoyens, qui animent les auditions et leurs discussions, qui apportent une aide technique à la rédaction de l'avis. Ils sont tenus par un impératif de neutralité. En règle générale, ils le respectent, et en même temps, leurs choix techniques ont des conséquences non négligeables. Organiser un vote ou non, dans le cadre d'une conférence de consensus ou d'un jury citoyen, a des implications procédurales et du coup des implications sur le résultat de celle-ci qui sont
tout à fait importante. Il y a également les experts auditionnés, scientifiques et non scientifiques. Il y a les garants du processus, en général un comité scientifique, des chercheurs qui évaluent le dispositif et qui peuvent, eux aussi, par leur suggestion, influer sur la procédure et du coup sur les résultats. En bout de chaîne, il y a les journalistes, on vient d'en parler, et les autres citoyens qui vont répercuter ou non l'expérience et se saisir des propositions ou non. Les citoyens tirés au sort d'une conférence citoyenne sont du coup au centre du dispositif, mais pris en sandwich, en quelque sorte, entre les autres acteurs. Il faut de plus ajouter que ce ne sont pas les mêmes citoyens que ceux qui participent à une conférence des parties prenantes du type du Grenelle de l'environnement, ou ceux qui se mobilisent dans l'espace public en étant, par exemple, directement concernés ou par motivation idéologique. Ce mini-public n'est pas non plus assimilable à l'ensemble des citoyens qui, dans certains pays, sont amenés à se prononcer par référendum sur des questions controversées de ce type. Ils n'en sont qu'un échantillon diversifié tendant vers la représentativité. Et cela a des conséquences non négligeables. Dans un contexte législatif et dans le contexte législatif et institutionnel actuel, les conférences de citoyens sont potentiellement un support inhérent pour déployer une démocratie délibérative que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une perspective qui insiste sur le fait que la qualité de la délibération publique constitue le ressort crucial de la légitimité démocratique. Par contre, ces conférences citoyennes se situent potentiellement en décalage par rapport à ce qui fait le cœur des perspectives de démocratie participative, qui insistent, quant à elles, sur une participation ample des citoyens à la prise de décision, et en particulier sur la participation des personnes directement concernées par ces décisions. Certes, les conférences citoyennes font participer des citoyens ordinaires, du coup, elles donnent en particulier la voix à des membres des couches subalternes, elles donnent une voix à des personnes qui sinon seraient sans voix, elles accordent une légitimité épistémique et politique à ces personnes, mais la conférence de consensus ou de citoyens, la conférence de citoyens en français, peut aussi se placer en décalage, voire en porte-à-faux avec l'opinion du grand public, comme avec les mobilisations qui s'effectuent dans l'espace public. Il pourrait peut-être en aller autrement si ces conférences citoyennes étaient organisées également par d'autres organisateurs, d'autres commanditaires que les pouvoirs publics, fondations, syndicats, associations, mais c'est rarement le cas, ou encore si ces mini-publics étaient systématiquement couplés, comme dans l'État américain de l'Oregon, aux procédures de type référendum et référendum d'initiative populaire qui sont constitutionnalisées dans cet État. Force est cependant de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les effets les conséquences des conférences de citoyens sont au total assez difficiles à évaluer. La difficulté est double. Il y a d'abord peu d'études monographiques et encore moins d'études transversales sur la question des effets sur l'opinion publique et sur la prise de décision. Et d'autre part, ces effets ne sont pas forcément linéaires et à moyen terme, ils peuvent être plus importants que ce que l'on peut observer directement. Ce qu'il est possible de dire, c'est que ces conférences peuvent potentiellement contribuer à la formation d'une opinion publique éclairée, d'un public averti sur des questions scientifiques et techniques controversées. Ce n'est pas rien, mais on a vu que les conditions institutionnelles qui permettaient de maximiser cet effet sont loin d'être actuellement réunies. D'autre part, ces conférences citoyennes peuvent potentiellement contribuer de façon pertinente au processus institutionnel de prise de décision. Mais là encore, l'état actuel des pratiques institutionnelles et de la législation sont peu incitatives. Tant que la convocation d'une conférence citoyenne dépendra du bon vouloir et de l'arbitraire, d'une certaine manière, des autorités, tant que la prise en compte de l'avis qui en ressort sera de l'ordre de l'écoute sélective, on prend certaines choses, on en refuse d'autres, et on n'a même pas besoin forcément d'expliquer les motifs du refus ou de l'accord, comme lors de la conférence de 1998 sur les OGM,
on peut parier que les effets de ces conférences seront relativement limités. On reste en tout cas assez loin de l'idéal d'autogouvernement qui pouvait partiellement guider les conférences de consensus médical américaines. À l'heure où se multiplient des autorités administratives indépendantes qui prennent des décisions tout à fait cruciales, ne serait-ce que d'autorisation de mise sur le marché des produits des technosciences, les conférences de citoyens n'auront un impact véritable que si elles sortent d'un rôle purement consultatif. En conclusion de cette dernière partie, je voudrais m'interroger sur le lien entre le consensus qui est généralement requis dans la vie d'une conférence de citoyens et la politique. Certes, la contradiction n'est pas exclue dans cette procédure. Elle intervient dans les auditions, elle surgit régulièrement également des discussions internes au panel. Des avis dissidents sont généralement mentionnés dans l'avis. Cependant, l'objectif de celui-ci est bien de s'appuyer sur le consensus le plus large possible. La logique qui sous-entend cette perspective est que la conférence citoyenne est partie prenante d'une dynamique qui permet à une société de dépasser par le haut les controverses qui la divisent sur certaines questions technoscientifiques clés. Et cela en se tournant vers le bien commun ou l'intérêt général plutôt qu'en reposant sur la défense d'intérêts particuliers. C'est en tout cas la mission qui est fixée aux citoyens qui participent à la conférence. Le vote y est généralement absent ou marginal parce qu'il risquerait de produire une polarisation des opinions et une rigidification des préférences, alors que le consensus est pensé comme renforçant la légitimité de la vie citoyenne. On peut cependant se demander s'il ne serait pas préférable, comme cela est parfois le cas, de promouvoir en su d'un socle de base consensuel des moments et des dimensions de la vie adoptés à une majorité qualifiée, comptabilisés par des votes, pour aller plus loin que le plus petit dénominateur commun, qui est souvent la caractéristique de ces avis. Cela paraît même indispensable si l'on veut renforcer le tranchant de ces avis, faire ressortir leurs arêtes, et par là le caractère politique des questions en débat. Dans une large mesure, une conférence de citoyens aboutit à placer les citoyens dans la position des politiques, ou plus exactement des parlementaires lorsqu'ils votent des lois sur des sujets qu'ils ne connaissent que partiellement. Mais parce qu'ils ne sont pas liés organiquement à tel ou tel groupe organisé, à telle ou telle lutte politicienne, à telle ou telle échéance électorale, ces citoyens sont censés pouvoir plus facilement se tourner vers le bien commun que des parlementaires élus. Cela n'implique pas pour autant que les défis posés par les technosciences soient passibles d'une réponse consensuelle. Pour conclure, je voudrais proposer trois thèses qui sont autant de défis posés aux conférences de citoyens. D'une part, celles-ci ont une vertu démocratique éminente. Elles démontrent la capacité qu'ont des citoyens ordinaires à former un raisonnement politique raisonné en s'appuyant sur leur bon sens, en étant formés techniquement et scientifiquement sur des questions technico-scientifiques complexes. Placés dans des bonnes conditions délibératives, ils sont capables de peser le pour et le contre et de prononcer des recommandations qui visent à orienter ou à encadrer le développement des technosciences. La légitimité épistémologique de la démocratie se trouve par là renforcée et peut inclure des personnes qui seraient autrement des sans-voix. Ce constat peut-il contribuer à affronter la crise de légitimité de la politique et la réduction de ses marges de manœuvre par rapport à d'autres logiques sociales, en particulier celle des marchés? À quelles conditions les conférences de citoyens pourraient-elles être autre chose qu'un sondage extrêmement amélioré, certes, mais sans impact significatif sur l'opinion du grand public ou sur la prise de décision? Cela reste ouvert. Deuxième thèse. Les conférences de citoyens constituent une contribution à un débat public sur les choix scientifiques et techniques. En incluant les citoyens ordinaires, elles contribuent à souligner le fait que le développement des technosciences est un processus hybride, dans lequel interviennent des acteurs scientifiques et non scientifiques, et où les savoirs sont, au moins dans cette mesure et en partie, co-construits. Sur ce plan, la contribution des conférences de citoyens est cependant indirecte.
Elles peuvent intervenir en amont, par exemple en recommandant des mesures incitatives pour développer la recherche ou les marchés dans telle ou telle direction. Elles peuvent aussi intervenir en aval, par exemple en contribuant à ce que le débat public se tranche par une interdiction, un moratoire ou une autorisation d'un produit des technosciences. Les conférences de citoyens ne permettent pas cependant de produire directement de nouveaux savoirs. Elles ne peuvent être que les canaux d'un rapport que l'un des canaux des multiples rapports entre science et démocratie. Elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles ne sont pas liées par essence à l'échelle nationale et qu'elles peuvent s'organiser à une échelle internationale, mais en même temps, ces conférences de citoyens et plus largement l'ensemble des dispositifs et des dynamiques de démocratie technique ne jouent jusque-là qu'un rôle secondaire, et pour les conférences de citoyens qu'un rôle relativement marginal dans l'ensemble du processus. L'essentiel du développement des technosciences passe à côté de la démocratie technique entendue de ce point de vue-là. Est-ce que le XXIe siècle fera évoluer cette situation? Troisième thèse, affronter les enjeux des développements technico-scientifiques du type de ceux qui ont été évoqués au cours de ces 2 journées impose de chercher des consensus qui, effectivement, permettent de sortir par le haut des controverses actuelles. Et en même temps, le bien commun n'est jamais définissable positivement de façon scientifique. N'implique-t-il pas une dimension politique de conflit et de prise de décision qui échappe toujours au consensus? Comment concevoir des types de représentation et de représentativité qui puissent venir complémenter la crise actuelle de légitimité de la représentation électorale? Jusqu'à quel point les nouveaux types de représentants peuvent constituer de telles instances, mais aussi les conférences internationales sur le climat, peuvent-ils et doivent-ils s'appuyer sur le consensus? Doivent-ils inversement faire une place au dissensus? Je vous remercie de votre attention.